amis, bienvenue dans notre webinaire consacré cet après-midi aux influenceurs, réseaux sociaux et propriété intellectuelle. Un sujet passionnant, comment se protéger dans cette matière-là. Avant de commencer, quelques mots sur le cabinet Dreyfus, où vous êtes actuellement. Donc, nous sommes un cabinet de conseil en propriété industrielle. C'est une profession, on est une profession du droit réglementée avec des garanties de compétences, d'indépendance, d'éthique professionnelle. On s'occupe de protéger tout ce qui sort du cerveau de l'homme et qui est protégeable d'une façon ou d'une autre, avec une expertise particulière sur le digital et sur les nouvelles technologies. Notre ADN, c'est vous protéger dans le monde virtuel autant que dans le monde réel. Alors, quelles sont nos compétences? On essaie d'avoir une vision à 360 degrés de la propriété intellectuelle, donc une expertise à la fois pointue, mais personnalisée. On est vraiment un business partner pour nos clients avec des équipes qui sont disponibles, dynamiques et réactives. Et on a une démarche de transparence et on est flexible et adaptable. Et il faut l'être dans ces matières de nouvelles technologies. Donc, on a des compétences qui sont transverses, à la fois juridiques, des conseils en propriété industrielle, des avocats, mais aussi techniques, ce qui est nécessaire en matière d'Internet avec des ingénieurs. Et on a développé une plateforme qui s'appelle Dreyfus IP Web où on donne accès à nos clients, à tous leurs dossiers, la facturation, et on a des systèmes de surveillance propriétaires, notamment sur les noms de domaine de l'Internet. Alors, en résumé, nos compétences, c'est toute la propriété intellectuelle au sens large, les marques, les dessins et modèles, les droits d'auteur, les obtentions végétales. On s'occupe de nouvelles technologies, on s'occupe de noms de domaine, on a un département sur la compliance, la conformité, on fait du contentieux, du précontentieux et tous les contrats qui sont liés de près ou de loin à la propriété intellectuelle, quel que soit le domaine. Cet après-midi, donc une équipe chic et choc et extrêmement qualifiée pour vous parler de ces sujets sur les influenceurs. J'ai autour de moi Camille, Lida et Emma, toutes juristes en propriété intellectuelle et nouvelles technologies et aussi grandes utilisatrices des réseaux sociaux. Sans plus tarder, je leur laisse la parole. Oui, merci Nathalie. Alors déjà, à titre introductif, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle d'un influenceur. Donc évidemment, il n'y a pas de définition arrêtée, mais on peut citer par exemple une définition qui a été donnée par l'ARPP, qui est l'autorité de la régulation professionnelle de la publicité, qui va définir l'influenceur comme l'individu qui va exprimer son point de vue ou donner des conseils sur un domaine spécifique et selon son propre style ou d'un traitement qui lui est propre et que son audience va pouvoir identifier. Donc, on les divise souvent par une typologie qui n'est pas officielle, mais qui va se rapporter par rapport à leur nombre d'abonnés, donc les followers. Donc, souvent, on va les diviser en 4 catégories. Donc, vous avez les nano-influenceurs, ceux qui ont la plus petite communauté, qui va de 500 à 5000 followers. Les micro-influenceurs, qui ont une communauté qui va de 5000 à 30 000 abonnés. Les macro-influenceurs, de 30 000 à 700 000. Et ensuite, les méga-influenceurs, qui ont une communauté qui dépasse les 700 000 abonnés. Alors, le programme d'aujourd'hui, donc ça va s'articuler en 3 parties. On va voir d'abord, pour l'influenceur, comment est-ce qu'il peut bénéficier des outils de la propriété intellectuelle pour se protéger. Ensuite, on va voir comment l'entreprise, elle, peut se protéger face au grand public, mais également face aux influenceurs. Et enfin, on va conclure sur les différents types de réglementations qui sont en vigueur en la matière. Donc tout de suite, on va attaquer la première partie, comment la propriété intellectuelle peut protéger les influenceurs. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les influenceurs, pour protéger leur activité, ils vont pouvoir bénéficier de plusieurs outils de la propriété intellectuelle et en particulier 2 outils qui vont être la protection
par le droit des marques et la protection par le droit d'auteur. Donc, au niveau de la protection au titre du droit des marques, vous avez beaucoup d'influenceurs connus comme Emma Kekup ou Noolita qui ont fait enregistrer leur pseudo en tant que marque. Donc, généralement, ces marques-là, elles vont être déposées pour des services de publicité en ligne, sur des réseaux informatiques, sur les réseaux sociaux. Et c'est le cas, par exemple, d'Enjoy Phoenix, qui a enregistré ce pseudo pour des activités qui vont être liées au domaine de la mode, de la décoration, de la beauté, puisque c'est son contenu, mais évidemment, ça peut être adapté au type de contenu de chacun, comme par exemple Norman, le vidéaste, qui a fait enregistrer la marque Norman fait des vidéos, qui est issue de sa chaîne YouTube. Donc également, au niveau de la protection par le droit des marques, très important, on a le fait de déposer son nom à titre de marque. Donc il faut savoir que en propriété intellectuelle, il y a toutes les dénominations sous toutes leurs formes qui peuvent être un signe qui est appropriable par un droit de marque, ce qui comprend les noms patronymiques. Donc par exemple comme Sonia Riquiel ou Inès de la Fressange, l'utilisation des noms à titre de marque, elle est très fréquente, d'autant plus dans le milieu de l'influence, puisque souvent les influenceurs vont exercer leur activité sous leur nom propre, en fait. C'est comme ça qu'ils vont être connus du grand public. Donc voilà, par exemple, vous avez Caroline Receveur, qui est titulaire de la marque verbale Caroline Receveur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le dépôt de votre nom à titre de marque, il ne va pas interdire à un homonyme de faire usage de son nom. En revanche, on a le code de la propriété intellectuelle qui indique que aucun signe ne va pouvoir être protégé, enregistré s'il porte atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers. Donc ça comprend notamment le nom patronymique ou un pseudonyme. Donc de ce fait, si l'usage du signe il peut porter atteinte aux droits de celui qui est titulaire d'un droit antérieur, en tant que déposant, vous allez pouvoir demander en justice la réglementation ou l'interdiction de cet usage. Donc, on a par exemple un exemple qui est très parlant, c'est l'affaire qui a opposé l'Office européen de la propriété intellectuelle à Lionel Andrés Messi Cuccittini. Donc en fait, la Cour de justice, elle a considéré que la réputation du joueur de football Messi qu'on connaît tous est tellement importante qu'il n'est pas possible que le consommateur moyen qui est mis en présence du signe Messi en désignant des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport, il n'est pas possible qu'il puisse faire abstraction de la signification de ce signe comme faisant référence aux joueurs de football. Également, ce qui est important de savoir, c'est que la marque, elle va être très utile pour se protéger sur Internet, ce qui est très important puisque, comme vous le savez, l'activité des influenceurs, elle se déroule entièrement dans le digital. Donc, c'est très utile notamment pour lutter contre les atteintes du type cybersquatting, typo-squatting, phishing, et aussi pour les faux sites Internet, les faux comptes sur les réseaux sociaux, etc. Le fait de bénéficier de droits au titre de marque, ça va vous permettre de vous défendre contre tout ça et également d'accéder à certaines procédures comme la procédure UDRP qui est mise en place par l'Office mondial de la propriété intellectuelle pour tous les litiges de nom de domaine. Voilà, vous pouvez y accéder seulement si vous pouvez justifier de droits antérieurs. Alors, pour pouvoir être protégée, une marque, elle doit être à la fois distinctive, licite et disponible. Très important également de rester vigilant face à l'usage de votre marque, notamment dans les contrats de licence que vous allez conclure ou quand vous allez étendre votre marque à l'étranger. Également très, très important de faire attention au moment du dépôt au libellé des produits et services. Il faut être très précis puisque ça va déterminer l'étendue de protection de votre marque en fait. Donc par exemple, la marque qui va être déposée par un influenceur, elle va généralement couvrir des services comme la publicité, le marketing ou la production audiovisuelle et la photographie.
qui vont être visées par des classes spécifiques, donc en l'occurrence les classes 35 et 41. Alors ensuite, quand vous exercez une activité qui peut aller au-delà de nos frontières, comme c'est souvent le cas pour les influenceurs, c'est important d'envisager le dépôt de votre marque dans les pays où vous allez exercer votre activité. Donc pour ça, vous avez 3 options qui sont possibles. Soit vous allez déposer votre marque pays par pays en ciblant les pays dans lesquels vous allez avoir une activité, ou bien vous pouvez déposer une marque dans l'Union européenne qui va vous protéger sur tout le territoire de l'Union, ou bien carrément déposer une marque internationale. Alors, au-delà du droit des marques, on a également le droit d'auteur. Le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'ensemble des droits dont va bénéficier un auteur et ou ses ayants droit sur une œuvre de l'esprit dès lors que celle-ci est originale, notamment quant aux conditions d'utilisation et de diffusion de l'œuvre. L'influenceur va donc pouvoir bénéficier de cette protection dès lors qu'il sera à l'origine du processus créatif. Quelques mots sur ce droit. Alors, il faut savoir qu'il ne nécessite pas de formalité particulière, tout du moins en France, car aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Il court jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur et ses conditions diffèrent d'un pays à l'autre. En France, pour qu'il y ait protection de droit d'auteur, la création doit d'une part revêtir une forme tangible. En d'autres termes, elle doit pouvoir être identifiable, perceptible par les sens. Et d'une autre part, elle doit être originale. La personnalité de l'auteur doit transparaître de cette œuvre à travers les choix de réalisation. Cette condition d'originalité, il faut savoir qu'elle est assez difficile à prouver car extrêmement subjective. Les critères sont établis par la jurisprudence. La réalisation de contenu par l'influenceur doit être le fruit de choix artistiques transmettant donc son style et sa propre identité. Dans certains cas, le juge peut reconnaître l'originalité comme dans l'affaire La Durée ou peut ne pas la reconnaître comme dans l'affaire Afflelou, par exemple. Alors, on va maintenant évoquer les risques. Donc, l'activité d'influenceur, elle fait également l'objet de différents types de risques qui sont notamment liés soit à l'utilisation des réseaux sociaux, soit à la contrefaçon. Donc, les risques sur les réseaux sociaux, donc le premier tend à l'achat d'abonnés, de likes, de commentaires. Donc, évidemment, une grande audience sur les réseaux sociaux, c'est généralement nécessaire pour pouvoir être reconnu comme influenceur et du coup, augmenter ses chances d'obtenir un partenariat avec une marque. Cette nécessité, elle pousse certains influenceurs à tricher et donc à acheter sur Internet des abonnés, des likes, des fans, des vues, des commentaires, en sachant que c'est un procédé qui est très simple. Donc, à ce jour, il n'y a aucun texte légal qui interdit ce type d'achat. Et la jurisprudence n'a pas encore fourni de décision abordant ce domaine précis. Toutefois, ces fraudes elles peuvent avoir des conséquences indésirables auprès des consommateurs, puisque cela peut conduire le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, puisqu'il est influencé par la prétendue popularité d'un produit. De fait, cela a été reconnu comme une pratique commerciale trompeuse, donc au sens de l'article L121-2, qui peut être sanctionné, donc un emprisonnement de 2 ans max et une amende de 300 000 €. L'achat d'abonnés, ça viole également les conditions générales de la plupart des réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, Instagram ou encore Twitter. Du coup, les réseaux sociaux font la chasse aux faux followers et décident parfois de faire fermer des comptes en masse. Donc, ça a été le cas de Twitter qui a récemment fermé de nombreux comptes qui étaient soit totalement inactifs, soit fictifs, ce qui a provoqué chez certaines personnalités vraiment la dégringolade instantanée de leur nombre d'abonnés. En matière de réseaux sociaux, donc, il faut également se méfier des CGU. Pour créer un compte sur les réseaux sociaux, il faut quasiment partout accepter des conditions générales d'utilisation. Or, la plupart des réseaux sociaux ont inséré des clauses dans ces CGU qui obligent l'utilisateur à accorder au réseau et parfois aussi à ses affiliés une licence non exclusive, gratuite et définitive sur les contenus que l'utilisateur publie.
Donc, ces CGU, c'est un document contractuel et généralement, elles peuvent créer de fait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des deux parties. Aussi, le public et les associations de consommateurs pointent généralement et très régulièrement du doigt ces clauses qu'ils définissent comme abusives. Donc, si en principe, les utilisateurs restent propriétaires de leur image, même en les postant sur les réseaux sociaux, certains réseaux ont réussi à trouver une parade au droit d'auteur et s'accordent ainsi systématiquement des licences sur les contenus qui sont postés. Donc, les administrateurs des réseaux pourront librement et légalement utiliser et distribuer le contenu alors même que le contenu reste la propriété de l'influenceur. À ce titre, on va voir notamment l'exemple d'Instagram. Donc, dans ces CGU, Instagram se voit consentir lors de l'inscription de l'internaute une licence sur les œuvres ou les posts qui sont faits sur la plateforme. Donc, dans ce cas précis, la licence est non exclusive et poster un contenu sur les réseaux donne uniquement le droit à Instagram, lui donne en fait le droit à une licence limitée pour utiliser ou modifier les éléments qui sont postés sur le réseau. Donc ça, c'est vraiment les CGU d'Instagram. Le problème, c'est que Instagram a récemment été racheté par Facebook et Facebook est connu pour avoir des conditions générales d'utilisation qui sont très intrusives et très peu respectueuses du droit d'auteur. Du coup, les utilisateurs d'Instagram se sont inquiétés et se sont demandé si les CGU d'Instagram n'allaient pas être remplacés par celles de Facebook. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais il y a toujours un doute qui subsiste. En outre, il y a aussi un problème qui persiste puisque les photographies d'Instagram, on peut également les partager sur Facebook, les publier sur Facebook grâce à une fonction qui est dédiée. Et du coup, le fait de partager un contenu Instagram sur Facebook fait que l'utilisateur doit nécessairement également accepter les conditions d'utilisation de Facebook et donc une réglementation qui est plus attentatoire à ses droits. Donc, il apparaît ainsi que lorsque votre activité prend place majoritairement via les réseaux sociaux, donc pour les influenceurs, il faut impérativement lire les conditions générales d'utilisation et vérifier l'étendue de la licence avant de s'abonner à un réseau social. Il faut également, donc, comme on l'évoquait, faire attention à la question de la contrefaçon. Donc, si vous exercez une activité d'influenceur, il est très important d'être vigilant à ne pas vous exposer à d'éventuelles poursuites en contrefaçon de marque, notamment dans deux situations particulières. Donc, lors de l'usage d'une marque sans autorisation préalable de l'entreprise qui détient cette marque, ou lors de partenariats, si ce partenariat est fait sur des produits qui sont contrefaisants. Donc, dans le cadre de l'usage d'une marque sans autorisation préalable, donc l'usage d'une marque par un influenceur pour la promotion de produits et services sans autorisation du titulaire des droits, elle peut déplaire au titulaire si le contenu créé par l'influenceur ne correspond pas à la stratégie commerciale qui est envisagée. Celui-ci, donc le titulaire des droits, peut alors intenter une action en contrefaçon. Pour démontrer la contrefaçon toutefois, le titulaire de la marque devra démontrer que l'influenceur agit sans autorisation préalable et qu'il fait usage du signe dans la vie des affaires. Concernant les partenariats donc pour des produits contrefaisants, c'est donc la situation du dropshipping. C'est une situation qui est souvent dénoncée par les internautes. Concrètement, le dropshipping, c'est une forme de e-commerce par laquelle le vendeur ne possède pas de stock et fait livrer directement le client final par son fournisseur. Donc, cette pratique, en soi, elle n'est pas illégale, mais les risques de contrefaçon sont présents. Donc, par exemple, si l'influenceur ou l'entreprise avec laquelle il fait un partenariat commande à un fournisseur des produits à un prix très concurrentiel, supprime la marque qui était sur ces produits et y appose la sienne à la place. En ce sens, donc, la CJUE a récemment considéré que la suppression de signes identiques à la marque peut constituer une atteinte aux droits des marques, en ce qu'elle a jugé qu'il s'agit donc d'un usage dans la vie des affaires portant atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine, mais aussi aux fonctions de publicité et d'investissement. On remarque cependant qu'en réalité, les acteurs du dropshipping s'assurent souvent de vendre des produits dont la marque n'a pas été déposée à titre de marque, simplement créée et posée sur le produit. Donc, une action en contrefaçon pour suppression de marque semble dans ces situations-là assez incertaine. Alors, on va tout de suite passer à la deuxième partie de cette présentation, donc avec un focus sur le lien entre la propriété intellectuelle et l'entreprise, et notamment de voir comment une entreprise qui fait appel à un influenceur peut se protéger ses droits par rapport à la fois à l'influenceur et au grand public.
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, et c'est important de le rappeler, l'entreprise titulaire de droits de marque conserve la pleine propriété de ses droits, même lorsqu'elle collabore avec un influenceur pour promouvoir l'image de sa marque ou les produits et les services qu'elle développe. Donc, elle conserve tous les moyens d'action usuels qui sont conférés par ses droits de propriété intellectuelle et donc le droit des marques. Il faut toutefois rappeler que la propriété d'une marque, elle peut plier face à la liberté d'expression lorsque l'usage de la marque s'inscrit en dehors de la vie des affaires. Donc, l'influenceur indépendant, il a le droit de se livrer à la critique d'une entreprise ou de ses produits et services de sa marque. Par exemple, à ce titre, on peut évoquer la célèbre affaire Je boycotte Danone.com, lors de laquelle toute atteinte au droit des marques a été écartée sur le fondement de la liberté d'expression. Il n'en demeure pas moins, évidemment, que la critique est susceptible d'abus et que de tels abus sont sanctionnables sur le terrain de la responsabilité civile. Eu égard donc aux droits que l'entreprise peut posséder sur les contenus créés par l'influenceur, donc dans le cadre d'un partenariat, lorsque l'influenceur utilise une marque, la marque peut considérer que le contenu lui appartient et qu'elle peut le réutiliser à bon escient quand elle veut et comme elle veut. Attention, car si l'exploitation de la marque, du contenu créé par l'influenceur ou auquel il a participé n'a pas été prévu contractuellement, une contrefaçon est possible en droit d'auteur et peut être reprochée à l'entreprise. Donc, en pratique, l'obligation de créer un contenu se double d'une licence d'exploitation accordée par l'influenceur sur les images ou les vidéos créées qui sont objets de la protection par le droit d'auteur. Cela permet à l'entreprise d'exploiter le contenu qui est créé par l'influenceur, moyennant généralement le versement d'une rémunération fixe ou variable en fonction du support et des réseaux de diffusion du contenu. Les marques se doivent également d'être précises et d'encadrer fermement et fortement toute collaboration. Donc, un droit de republication, tout comme le maintien du poste de l'influenceur sur son profil pendant une période donnée, devrait ainsi toujours être contractuellement prévu. Sinon, le partenariat perdrait son sens puisque l'objectif de l'entreprise est de gagner en visibilité. Donc, lorsque l'influenceur, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'influenceur est représenté par une agence de talent, une agence d'influenceurs, le contrat se fait directement avec celle-ci et c'est l'agence qui veillera au respect des droits de l'influenceur. L'influenceur, auteur, prestataire de services ou salarié reste titulaire de ses droits patrimoniaux en vertu du droit commun et les marques devront se faire céder les droits d'exploitation. En revanche, lorsque l'influenceur aura participé au contenu audiovisuel d'une marque en tant qu'artiste-interprète ou lorsqu'il est co-auteur d'une œuvre audiovisuelle, il y a une présomption de cession des droits qui s'appliquera au profit du producteur. Il est donc nécessaire, au vu de tout cela, pour l'entreprise de prendre des dispositions protectrices de ses droits par le biais de clauses dans les contrats qui les lient à l'influenceur. On a toujours un certain flou juridique sur la qualification du statut de l'influenceur. Généralement, on retrouve deux hypothèses lors de la participation de l'influenceur au contenu de la marque qui laissent présumer la qualification de contrat de travail. Donc, notamment lorsque l'influenceur effectue une prestation de mannequinat, donc pose pour des photos, le contrat est présumé être un contrat de travail dès lors qu'il prévoit une rémunération. D'autre part, lorsque l'influenceur effectue une interprétation, le contrat sera qualifié plutôt de contrat d'artiste, qui est également présumé être un contrat de travail. Donc, l'artiste-interprète sera alors qualifié de salarié et en dépit de la liberté d'expression de l'artiste ou le fait qu'il soit propriétaire du matériel qu'il utilise pour réaliser la prestation. Donc, c'est souvent la situation dans laquelle on retrouve les influenceurs. Aussi, c'est généralement la qualification de contrat de prestation de service qui est choisie par les entreprises et les influenceurs pour leur partenariat. En effet, une marque recourt à un influenceur du moment qu'elle considère sa personnalité, son univers, son savoir-faire comme étant à même de promouvoir le produit qu'elle commercialise. Cela implique qu'un influenceur dispose souvent d'un degré irréductible de liberté dans l'exercice de son activité et cette indépendance exclut le salariat. En tout état de cause, quelle que soit la nature du contrat, il est primordial de prévoir des clauses de cession de droits sur les contenus qui sont créés. Donc, juste quelques points d'attention clés relatifs au contenu créé pour finir sur cette partie. Si jamais vous n'avez pas prévu de contrat, sachez que l'entreprise peut quand même faire quelques actions sans l'autorisation explicite de l'influenceur. Donc, notamment, elle peut librement utiliser les outils de partage qui existent sur les réseaux sociaux.
En utilisant ces réseaux, l'influenceur, comme on le disait, a accepté les CGU et du coup, ces CGU permettent le partage de ces posts. Par exemple, une marque peut librement partager sur sa page Facebook le lien vers la vidéo YouTube de l'influenceur. Toutefois, attention, la marque ne peut pas faire certaines choses. Par exemple, elle ne peut pas télécharger, récupérer, modifier ou diffuser le contenu de l'influenceur sur ses propres réseaux, faire une capture d'écran du post de l'influenceur et reposter l'image, faire un montage des séquences vidéo ou utiliser l'image de l'influenceur sur des affiches, flyers, pubs, dès lors que l'influenceur n'a pas donné son autorisation. Donc maintenant, un autre point à aborder, il s'agit là de parler du respect des réglementations. Pardon, excusez-moi. Les organes d'autorégulation du secteur de la publicité se sont donc saisis de cette nouvelle forme de communication qu'est l'influence afin de veiller à ce que celle-ci respecte des règles juridiques de transparence et de loyauté. Cet organisme, l'ARPP, voit le jour en 2008 et résulte de l'évolution du Bureau de vérification de la publicité créé en 1953. Et celui-ci donc, a vocation à s'intéresser à l'ensemble des communications et créer la réglementation lorsque celle-ci fait défaut. Au sujet des influenceurs, l'ARPP considère que les influenceurs doivent respecter les principes de toute communication responsable. En 2017, a donc été édictée et publiée une grille de lecture destinée aux influenceurs au sein de la 4e version de sa recommandation « Communication publicitaire digitale ». L'influenceur peut agir dans un cadre purement éditorial d'une part ou dans le cadre d'une collaboration qui sera de nature commerciale, voire publicitaire. Dans le cadre d'une obligation de publication en contrepartie d'une rémunération, il s'agira donc d'une collaboration commerciale. Et dans le cadre d'une collaboration entre un influenceur et un annonceur, il s'agira d'une collaboration publicitaire et celle-ci sous réserve de conditions. Dans ces deux cas, l'influenceur a une obligation d'identification de la communication commerciale en vertu de la loi et des règles déontologiques de l'ARPP qui la rappellent. Alors, très rapidement, on va conclure sur l'application du droit dur. Donc, il faut savoir que même si le marketing d'influence ne va pas faire l'objet d'une réglementation spécifique, vous allez avoir toute la réglementation relative à la publicité et à la protection des consommateurs qui va avoir vocation à s'impliquer. Alors, concernant l'identification du caractère commercial d'une publication, vous avez à la fois la LCEN, qui est la loi pour la confiance en l'économie numérique, et le code de la consommation qui vont agir en cette faveur et prévoir l'identification des publicités qui vont être accessibles sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important à respecter puisque, à défaut de respect de ces dispositions, il y a la sanction encourue est de 300 000 € ou 2 ans d'emprisonnement. Alors, vous avez également la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui veille à ce que le consommateur moyen ne soit pas susceptible d'être induit en erreur par les informations qui vont être transmises par les influenceurs et qui va notamment pouvoir sanctionner par une amende toutes les dérives de la publicité déguisée, des déplacements de produits non signalés. Alors, petit point sur la particularité des influenceurs mineurs. Donc, il y a une loi très récente d'octobre 2020 qui va encadrer l'exploitation commerciale de l'image des enfants de moins de 16 ans et qui va prévoir notamment une obligation pour les représentants légaux d'obtenir une autorisation administrative pour leurs enfants et de déclarer l'ensemble de leurs activités. Également, vous avez les contrats d'influenceurs majeurs pour les influenceurs majeurs ou mineurs qui vont devoir prévoir l'ensemble des éléments essentiels qui vont encadrer les conditions de la prestation de l'influenceur et notamment toutes les questions qui vont être liées à la propriété intellectuelle et les droits d'auteur associés aux vidéos et aux contenus qui vont être diffusés. Vous avez également des règles protectrices du Code du travail qui vont pouvoir s'impliquer et une incitation qui est faite aux plateformes de partage de vidéos d'adopter des chartes pour sensibiliser les mineurs sur ces questions-là. Enfin, il va y avoir le droit à l'effacement ou à l'oubli
qui est ouvert par cette loi. Sur demande directe des enfants ou des parents, les plateformes de vidéos vont avoir l'obligation de retirer leurs vidéos. Merci à tous et bravo pour ce marathon sur un sujet vaste, novateur et dense d'un point de vue du droit de la propriété intellectuelle, du droit général. Vous avez fait un tour à 360 remarquable. On voit que c'est une matière qui évolue, on commence à avoir de la jurisprudence, il faut être extrêmement prudent en la matière. C'est des sujets effectivement qu'on connaît bien. On a eu pas mal de cas au cabinet. Je vous remercie à tous pour votre attention. On est content d'avoir réussi à tenir le timing. Vous avez tous des agendas chargés. On vous souhaite une très, très belle après-midi. On vous dit à bientôt sur nos ondes ou au cabinet. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Au revoir, Merci beaucoup. Au revoir.